Discussion hebdomadaire avec Frédéric Bérard, qui est docteur en droit constitutionnel et politologue. Beaucoup de sujets à discuter ce matin. Bonjour Frédéric. Bonjour Éric. Revenons sur la loi sur les mesures d'urgence adoptée à Ottawa plus tôt cette semaine. Plusieurs provinces n'en veulent pas d'ailleurs. Effectivement, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment aux provinces ici de déterminer de l'application de la loi? Dans la loi elle-même, il est prévu que les provinces soient consultées, que les gouvernements de chacune des provinces canadiennes soient consultés par Ottawa, mais elles n'ont évidemment pas de droit de veto. Et ici, n'oublions pas que de toute manière, le problème est situé essentiellement sur le territoire de la capitale nationale, avec quelques débordements à Gatineau, par exemple, et autres villes limitrophes. Donc, c'est assez normal, je vous dirais, que la loi puisse s'appliquer à ces endroits-là, incluant donc notamment les endroits limitrophes en question. Oui, mais autrement, cette loi-là, au Québec, on dirait qu'elle ne passe pas du tout parce qu'on se rappelle d'un autre Trudeau dans les années 70 qui arrivait, ce qu'on appelle aujourd'hui la loi sur les mesures d'urgence, c'était la loi des mesures de guerre de l'époque. Ben, effectivement, il y a ce qu'on pourrait appeler des grands brûlés, là, et c'est une métaphore de la crise d'octobre qui se rappelle de très mauvais souvenirs, mais il ne faut pas oublier, par contre, qu'il ne s'agit pas ici du tout, mais pas du tout de la même chose dans l'optique où ce qu'on tente de faire actuellement, c'est d'y aller de manière pacifique dans un premier temps. On ne parle pas d'arrestations arbitraires dans un deuxième temps. Et dans un troisième temps, j'ai analysé les deux lois hier. La loi sur les mesures d'urgence qui a été adoptée en 1988, qui a remplacé la loi sur les mesures de guerre, est beaucoup plus, si je peux dire, assujettie au contrôle du Parlement. Il y a des rapports qui doivent être soumis, il y a une approbation qui doit être accordée, et ainsi de suite, ce qui n'était pas le cas de la loi sur les mesures de guerre. Donc, de ce fait-là, je pense que le contrôle démocratique de l'opération va demeurer. Autrement, retrait progressif du passeport vaccinal, c'est une bouffée d'air, si on veut, du moins un début de bouffée d'air. Dès aujourd'hui, là, le passeport vaccinal ne sera plus obligatoire dans les grandes surfaces, de même qu'à la SAQ et la SQDC. C'est sûr qu'on peut le voir comme étant une bouffée d'air. Moi, à titre personnel, je trouve ça un peu hasardeux de retirer ce qui avait été présenté comme étant une des solutions par excellence. J'ai plutôt l'impression, moi, que le gouvernement Legault a fait comme d'habitude, c'est-à-dire a consulté les sondages et a vu qu'une portion appréciable de la population commençait à en avoir marre de ce même passeport. On sait aussi la manifestation qui a eu lieu il y a ça peut-être 10 jours maintenant à Québec. On en annonce une autre prochainement. Est-ce que ceci est venu jouer dans la décision du gouvernement Legault de retirer le passeport et de cesser d'emmerder, entre guillemets, comme disait Macron en France, les non-vaccinés? Moi, je suis absolument convaincu que oui. Par contre, s'il y a un nouveau variant qui débarque, Éric, comme ça peut être le cas, l'ONU nous a mis en garde avant-hier, parce qu'elle a dit qu'il y a 116 pays qui n'ont pas de couverture vaccinale suffisante. Donc, un nouveau variant pourrait débarquer. Peut-être pas prochainement, mais peut-être pas prochainement ni incessamment, mais peut-être à moyen terme. Donc, est-ce qu'on va réappliquer le passeport vaccinal? Le ministre Dubé a dit que c'était une possibilité. En d'autres termes, c'est beau faire des plans à ce niveau-là, mais il faudra voir, parce que par définition, ce n'est pas tant nous qui allons décider autant que le virus et ses variants. Un mot en terminant sur le potentiel conflit en Ukraine. Le conflit, il est là, mais reste à voir si ça va tourner en conflit armé. Ce qui se produit en ce moment, c'est que la Russie dit qu'elle retire des troupes. L'OTAN croit que c'est plutôt le contraire qui est en train de se passer. On dit même là aux Ukrainiens, si vous avez des armes à la maison, soyez prêts à vous défendre. Vous aurez le droit de le faire et d'utiliser ces armes-là. Ça fait peur d'entendre tout ça ce matin, Frédéric. Ça fait absolument peur et vous avez raison, Éric, j'ai fouillé la question et il y a vraiment deux versions contradictoires. Il y a la version de Poutine et la version des opposants. J'ai vu aussi qu'il y avait justement une espèce de go qui a été donné à des civils, en fait, qui possèdent et quand on parle d'armes, là, on parle pas de fusils à l'eau, là, on parle de mitraillettes. Et il les affiche absolument fièrement en disant si les Russes débarquent ici, il y aura un bain de sang. Et on parle de plusieurs milliers donc de civils qui se joindraient aux 200 000 soldats déjà en place. Est-ce que Poutine va franchir le Rubicon, si je peux dire ça comme ça? Ça reste à voir. Il dit qu'il est encore ouvert aux négociations. Par contre, et Joe Biden a dit la même chose aussi.
Par contre, de ce qu'on a vu depuis les dernières semaines, il n'y a pas eu beaucoup de négo, là, soyons honnêtes. On parle plutôt de menaces beaucoup plus qu'autre chose. Donc, est-ce que ceci pourra se terminer dans un bain de sang? On verra bien. Le Canada a déclaré qu'il ne serait pas surpris que la Russie procède. Donc, de ce fait-là, si tel était le cas, par définition, on aura à gérer une guerre qui risque de dépasser les frontières de cet endroit planétaire. Oui, et on devra surveiller bien attentivement ce qui va s'y passer au cours des prochains jours, prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Frédéric Bérard. Vous êtes professeur en droit constitutionnel, docteur en droit constitutionnel, pardon, et politologue. Merci, à la semaine prochaine. Toujours un plaisir. Au revoir. Au revoir.